On des oreilles, on a tout dit. Yes Massive, c'est Spectre qui est FBB pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien. On a tout dit. Aujourd'hui, on est avec un invité particulier sur ma chaîne. Je pense que vous ne vous attendiez pas à voir monsieur du coup Serge Letchimy, homme politique martiniquais depuis une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Je n'étais pas né, peut-être que vous non plus. Et du coup, je me suis dit qu'on allait faire une petite interview sur l'actualité. Et aussi une interview, on allait parler vite fait de musique, puisque je ne sais pas si vous écoutez un peu de musique urbaine, dancehall, vous avez déjà eu l'occasion d'écouter, je suppose. C'est plutôt mes enfants. Mais je l'écoute quand même pas mal, et j'apprécie certaines musiques. Du coup, on va commencer par l'actualité. C'est la grosse actualité de l'année, c'est le Covid. Oui. Est-ce que vous avez une opinion par rapport au Covid et à sa gestion au niveau national et au niveau local? Est-ce que vous avez une vision par rapport à ça? J'ai une analyse. Lorsqu'on est face à une pandémie, quelque chose qui touche tout le monde, un malheur, quoi. Il faut rester hors de tout cancan, quoi. En gros, faut pas faire cancan. Donc il faut absolument regarder comment on peut participer dans l'affrontement qu'on met en œuvre par rapport à une telle pandémie. Donc je suis dans cet état d'esprit. C'est pas parce que je suis dans l'opposition par rapport au gouvernement actuel qu'il faut être bêtement et méchamment dans l'opposition. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous devons absolument aujourd'hui nous rendre compte que cette pandémie est arrivée et on n'était pas prêt. La France n'était pas prête, l'Europe n'était pas prête, le monde n'était pas prêt. Donc il y a eu beaucoup d'improvisation, pas seulement en France, mais aussi ailleurs. Il y a quelquefois des postures un peu de doctrine, notamment aux États-Unis avec Trump ou d'autres, Bolsonaro au Brésil. Et ces improvisations, de mon point de vue, ont créé des catastrophes. On ne savait plus où on était, notamment pendant le premier confinement. Et le deuxième confinement, les conditions de confinement étaient assez particulières, plus particulièrement à Martinique. Mais très honnêtement, c'est un vrai malheur, c'est un vrai problème, et avec beaucoup de morts, beaucoup de personnes touchées. On ne sait pas du tout si on va s'en sortir, même s'il y a un vaccin. Je pense que le vaccin va nous permettre d'aller un peu plus vite, à condition que ce soit organisé de manière extrêmement précise et optimale pour tout le monde. Il ne faut pas laisser des gens au bord de la route. Parce que comme c'est un phénomène mondial, si certains pays, parce que plus pauvres, n'ont pas accès à ce vaccin-là, on va continuer à se contaminer dans le temps. Donc je suis très lucide, en même temps très déterminé à soutenir l'État, mais aussi à critiquer l'État. Et en Martinique, on a une situation assez particulière, puisque je trouve inique le fait de ne pas ouvrir les activités, notamment les restaurants, Justement, il y avait une manifestation. Alors, au moment où on tourne, la manifestation se passait hier, avec le peuple qui a décidé de faire une sorte de vidée improvisée contre les fermetures des restaurateurs et d'autres commerces. Quelle est votre vision quand vous voyez le peuple se réunir comme ça et aller à l'encontre du coup des mesures qui ont été décrétées par l'État? Moi, j'ai fait personnellement avec le maire de Fort-de-France plusieurs interventions sur la question de la prise en compte des très petites entreprises, des commerçants, ce qu'on appelle les non-essentiels. Et nous avons beaucoup travaillé, y compris participer à des mobilisations, parce que la semaine dernière, il y avait une autre mobilisation avec des élus, mardi dernier, de mémoire, où nous avons exigé la réouverture immédiate des activités non essentielles. Et ça s'est fait le lendemain. Et on a eu la manifestation le mardi, ça s'est fait le lendemain. Et alors qu'en France, c'était prévu le 28, dans l'Hexagone. Concernant les restaurants, je trouve que c'est injuste de continuer à fermer les restaurants. C'est totalement injuste, parce qu'on est actuellement face à des seuils qui sont très voisins des seuils de la Guadeloupe. Et la Guadeloupe n'a pas de restaurant fermé. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la courbe de moins 30% de cas par semaine, on devrait arriver à un stade où qui pourrait nous permettre de réouvrir les restaurants là. Et aujourd'hui, ça va se faire dans pas trop longtemps. Ah non, c'est-à-dire le préfet, lui, dans le mimétisme de l'application des textes, il n'a pas opté pour le 20 janvier, parce que c'est ce qui était prévu pour l'ensemble national, mais aussi pour l'outre-mer. Et il a opté pour le 15, déclaration du ministre de l'outre-mer. Je trouve que le 15, c'est trop loin, parce que 8 jours de perte financière pour un restaurant, c'est énorme. Et comme les restaurants sont en connexion avec beaucoup de production locale,
et agriculteur, et jus, yaourt là, enfin bref. La restauration, en soi, c'est une activité, mais c'est aussi une activité qui fédère d'autres activités, qui construit une dynamique d'activité. C'est pour ça que, personnellement, je trouve que c'est pas bien. Je lui ai dit jeudi dernier, parce que tous les jeudis, on a un comité de pilotage, j'ai clairement dit que je ne suis pas d'accord avec sa position et qu'il est en train de créer, le préfet, une rupture, une sorte de distorsion de concurrence entre la Guadeloupe et la Martinique, en faisant ça. Il y a beaucoup de Martiniquais qui disaient pourquoi eux ça va et nous c'est compliqué. Est-ce que vous pensez que la gestion est différente entre les deux îles, qu'il y a un favoritisme par rapport à ça? Très honnêtement, il faut dire aussi que la Guadeloupe a eu un moment aussi de flambée et que la Guadeloupe a beaucoup plus de morts que nous. 3 fois plus de morts que nous pratiquement. Donc la Guadeloupe a connu une période très difficile, comme la Guyane. La Guyane, il y a eu une flambée à un moment donné lors du premier confinement, assez exceptionnelle. Nous, on a quand même réussi à contenir le phénomène et c'est reparti malheureusement à la hausse au moment où on prenait les décisions de confinement. Je pense qu'on a justifié le confinement, mais la Martinique est passée d'une dizaine de cas autour de juin à 735 cas. C'est énorme. Et comme là, en France, on est passé, dans l'Hexagone, on est passé d'une centaine de cas à 65 000 cas. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun problème. Il y a un problème, mais il y a eu un traitement différencié actuellement que nous imposons, que nous souhaitons, que nous voulons, parce que nous ne voulons pas que le préfet applique ce qui est décidé à Paris, parce que la situation du Covid n'est pas la même. Mais en même temps, on ne peut pas non plus dire qu'on ouvre tout, les frontières sans réfléchir. Donc il faut absolument qu'on soit collectivement extrêmement soudés pour que les gestes barrières, les précautions, les lavages de mains, les distanciations, y compris dans les restaurants, soient parfaitement respectés. Je considère, honnêtement, je pense que ce sont des gens responsables. Je crains plutôt des rassemblements spontanés, des rassemblements dans les familles, des fêtes qui sont quand même organisées. Je crains plutôt ça que les restaurants. Je pense que les restaurants ou les autres activités peuvent parfaitement retrouver un rythme d'activité progressif. Et au quotidien, vous trouvez que le peuple lui-même respecte tout ce qui est distanciation, etc. Par exemple, avec le vidé qu'il y a eu la semaine dernière, il y a beaucoup de gens qui se disaient on veut bien manifester notre mécontentement, mais est-ce que c'est la bonne façon? Bon, c'est un débat. C'est un débat. Je connais même des associations, Vivre Libre, et qui plaident même pour pas de masque et pas de prise en compte du Covid tel qu'on le prend en compte. C'est pas un drame sanitaire, c'est un vrai problème, mais en même temps, on comprend pas qu'on puisse faire des restrictions des libertés publiques, parce qu'il y en a beaucoup, et cette association a raison. Et ça peut déborder la question de la restriction des libertés publiques, tant dans des décisions au sein du travail que des décisions du quotidien, et pose un problème très sérieux du port des masques des enfants, notamment des enfants dans la partie primaire, scolaire, etc. Et ça, c'est un problème très sérieux. Je trouve que c'est très légitime qu'on pose ce genre de problème-là. Mais bon, je plaiderais personnellement, ne connaissant pas dans le détail le virus lui-même, à la fois scientifiquement et biologiquement, mais en écoutant tout le monde, on sait que c'est quelque chose de dangereux. Et Valérie Giscard d'Estaing vient de mourir du Covid récemment. On ne peut pas nier le risque extrêmement important qui pourrait nous atteindre aussi nous en Martinique. J'aurais plaidé personnellement pour à la fois chercher le meilleur équilibre économique et le meilleur équilibre sanitaire, que les deux soient en conjonction. Là, aujourd'hui, il y a un excès d'équilibre sanitaire par les décisions encore de maintenir les fermetures des restaurants. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se posent aussi la question sur les réseaux sociaux du vaccin, qui se disent bon, le vaccin, c'est encore une fois l'État qui essaie de nous manipuler, etc. etc. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de rumeurs? C'est encore un débat à la fois éthique, parce qu'il y a des gens qui considèrent que les vaccins apportent plus de problèmes que de solutions. Donc, il y a des gens qui sont anti-vaccins par philosophie, en religion entre guillemets, de religion de vie. En ce qui me concerne, je considère que les process pour mettre en place un vaccin sont quand même des process extrêmement précis. Donc sur la mise en place d'un processus de vaccination à partir d'un vaccin qui a été conçu me semble assez
légitime compte tenu de la gravité de la pandémie. Donc si on trouve un vaccin, et ce vaccin permet de casser la machine, c'est très bien. Maintenant, il y a quand même quelques enjeux. La précipitation pour faire le vaccin. Il fait vite, hein. Bon. Il fait en très peu de temps. La deuxième chose, c'est les contre-effets, les effets négatifs du vaccin lui-même, les secondaires. Est-ce qu'il y en a? Donc on va peut-être constater demain qu'il y a des effets secondaires. C'est possible qu'on constate qu'il y ait des effets secondaires a posteriori, qu'on n'a pas pu voir dans les séquences de tests réalisés. Donc il faut rester très vigilant et je pense qu'il faut absolument que les structures de contrôle de mise en œuvre sur le marché d'un tel vaccin continuent à faire le boulot tant sur le plan national, européen que mondial. On leur fait confiance, on n'a pas le choix de ne pas leur faire confiance. Quand on monte un avion, on est obligé de pilote la confiance. C'est le pilote qui sait. Voilà, c'est ça au prix. Mais et je pense qu'il faut quand même avoir le plus de vigilance. Ce qui m'inquiète pour le vaccin, surtout, c'est l'inaccessibilité du vaccin pour les pays pauvres. Okay. Parce qu'en fait, là où il y a un gros défi, et à la limite peut-être certainement une grosse, je ne dirais pas magouille, mais quand même une affaire, un business qui s'est créé, parce qu'on constate en fait que la question du vaccin n'est pas neutre sur le plan de la recherche des gains financiers. Okay. Bon, c'est-à-dire que je ne vais pas dire par là qu'on a organisé le virus du corona pour pouvoir créer un vaccin pour gagner du fric. Beaucoup de gens se disent, mais cette course-poursuite-là par rapport au vaccin, à mon avis, on devrait l'arrêter. Il y a un prix Nobel de la paix indien qui l'a exprimé ainsi, en disant clairement il aurait fallu premièrement pour ce vaccin-là qu'il n'y ait aucun bénéfice, que les vaccins soient gratuits et qu'il n'y ait pas de vente de ces vaccins par les grandes firmes, qui n'ont qu'à prendre sur leurs bénéfices pour financer ça. Parce que comme on est dans une pandémie mondiale, on devrait respecter l'être humain. Alors on a la sensation que l'être humain est en danger, le corps humain est en danger, et qu'on profite de ce danger-là pour faire des millions et des millions et des millions. Parce que s'il y a autant de très grands trusts des firmes pharmaceutiques qui sont aussi mobilisées, c'est parce qu'il y a un lot à gain. C'est le capitalisme. Oui, absolument. Donc, on a eu en fait la double peine, la recherche biologique sur des manipulations génétiques actuellement qui ont provoqué le coronavirus à partir de Wuhan en Chine. Ça, c'est la première théorie. Eh bien, on est victime de ça et on est aussi victime de notre côté de l'obligation de produire un vaccin pour arrêter le mal. Et ceux qui vont produire le vaccin sont dans une compétition financière assez incroyable pour enrichir quelques-uns, simplement pour dire qu'on assiste le reste. Ça, je trouve ça très injuste. Je trouve donc cet aspect des choses beaucoup plus injuste et critiquable que le vaccin en soi. Bon, j'avais pris le vaccin contre la grippe, j'avais jamais pris. Bon, j'ai mon âge. J'ai pris le vaccin cette année. Chaque année, je faisais toujours un rhume, une grippe, etc. Mais cette année, je n'ai pas eu de grippe. Est-ce qu'il y aura un contre-effet sur ma personne et mon corps? Je ne sais pas. Mais personnellement, je me ferai vacciner. Ok. Donc, on a bien compris votre vision sur tout ce qui est Covid, qui est une grosse question actuelle en 2020. Une autre grosse question, du coup, c'est tous les mouvements sociaux qui ont remué la Martinique cette année et un petit peu l'année dernière, qu'on a appelé vulgairement le rouge, vert, noir, RVN, etc. Comment vous voyez tout ça, parce que je suppose que vous suivez ça de très près, qu'est-ce que vous pensez de ces revendications, le fond et la forme? Est-ce que vous avez une vision par rapport à tout ça? Oui, j'ai une vision personnelle. Oui. Premièrement, je m'excuse, mais ce n'est pas un mouvement social. C'est un mouvement de contestation et beaucoup plus important qu'un mouvement social. Hein. Okay. Et c'est à la fois peut-être une part du mouvement social, mais il n'y a pas de revendication. Il y a simplement des mobilisations pour le respect de la dignité, le respect d'un passé, le respect de l'histoire actuelle, des inégalités créées par le passé, qui se voient aujourd'hui, qui se transcrivent dans la société. Le fait d'imposer une lecture de l'histoire qui est à la limite presque unique, même s'il y a des batailles que nous avons gagnées, où on a pu mettre des statues de Coco René Corail, des noms de révolutionnaires antillais, de libérateurs, de tous ceux qu'on a pu avoir comme héros qui nous ont accompagnés vers l'émancipation. La lecture que nous offre de l'histoire et l'Europe, la France, est une lecture purement coloniale. Bon, il faut le dire. Donc, une réponse très simple. Je trouve que ces mobilisations sont légitimes. Okay. Honnêtement légitimes. Je sais qu'on a beaucoup interprété ma position. Je trouve totalement légitime. Je suis simplement sur le fait que si nous voulons agir, il faut agir en concertation,
par rapport aux revendications qu'on fait. J'ai pas beaucoup apprécié du tout la démolition de la statue de Schellcher, voilà. Et parce que je considère que il y a des parts d'ombre et des parts de lumière chez les hommes, et que Schellcher a eu beaucoup plus de parts de lumière qu'une part d'ombre. C'est la question de l'indemnisation qu'on pose, qu'on le critique beaucoup, c'est une question où il a mené un combat, il a perdu le combat. Bon, je ne vais pas aller plus loin, mais bon, je n'étais pas très chaud pour... Pas d'accord, mais personnellement, j'ai proposé moi-même à Aimé Césaire de bouger Joséphine, parce que je trouvais que Joséphine n'avait pas sa place là. Il fallait mettre Joséphine à Toisillet, quoi. Bon, puis monter Toisillet. Et Arnaud était très content d'ailleurs, serait très content, Arnaud René-Corail, de récupérer Joséphine. Bon, donc tout ça me semble logique. Et je trouve même que nous avons un peu tardé, ma génération, et peut-être celle d'avant moi, à faire muter ça. Mais c'est pas en démolissant systématiquement qu'on peut régler le problème. Certains pays d'Afrique ont choisi de cannibaliser la statue coloniale. Il y a beaucoup en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, beaucoup de statues, c'est-à-dire de colons, de lieutenants-colonels de l'armée, y compris de toute espèce de mecs qui ont colonisé ces pays-là. Ils l'ont cannibalisé, ils ont ridiculisé, ils ont repris la main. Et un petit peu comme la porte du tricentenaire au Parc Floral, où Césaire et Coco René-Corail ont cannibalisé la porte, qui est une porte d'entrée effectivement tricentenaire. Selon on a célébré le tricentenaire de la colonisation, mais de part et d'autre, il y a une fresque de Coco René-Corail, et on est allé beaucoup plus loin, qui rend hommage aux Amérindiens, et on est allé encore plus loin, ma génération, on a mis 3 arbres juste après la porte, environ 20-30 mètres après l'entrée, et 3 arbres de la négritude, Césaire, Senghor et Damas. Okay. Donc il y a un symbole. En plus, Césaire a installé dans un haut lieu colonial qui est un lieu militaire, c'est le parc floral, le parc des Floralies, on l'appelle le parc Gallieni avant, était un lieu militaire, un lieu où il y avait l'armée, y compris l'armée coloniale. Et Césaire en a fait un lieu de rédemption, de rénovation, de révolution, de renaissance avec le Cermak qui est implanté là. Okay. Donc voilà, donc je pense qu'il faut aussi penser à ça. Et la dernière chose, je pense que ces revendications sont deuxièmement encore plus légitimes concernant la chlordécone, qui est une espèce de crime commis dans des conditions affreuses, avec des conséquences près d'une 50aine d'années après, et d'une pollution de la moitié des terres agricoles martiniquaises, avec des problèmes sur la santé, 92% des Martiniquais ont un chlordécone dans le sang, avec une gestion à petite dose de l'état de cette affaire, et qui pose des problèmes économiques, sociaux, santé, fonciers. Il faut s'engager vers une reconnaissance de la responsabilité de l'État et une politique de réparation, je répète, de réparation, pas une politique de traitement à la marge de quelques petits sujets à droite, comme on le fait dans le plan chlordécone, mais une vraie révolution pour rentrer dans une ère de réparation. On ne répare pas comme ça dans le temps en distribuant des miettes. Je pense que c'est pour ça que je considère que ces mobilisations-là sont légitimes. Et puis en plus, ça conteste aussi un système. Il ne faut pas ignorer qu'on a actuellement une organisation de la société qui produit du racisme ici, comme ça produit du racisme en France, qui produit des discriminations ici, comme ça produit des discriminations en France, qui produit des inégalités irrécupérables, j'insiste beaucoup, c'est-à-dire tant que le système est organisé tel que c'est autour de la logique de l'habitation et de la consommation massive, puisqu'on n'a pas changé les choses structurellement, eh bien on va continuer à produire des inégalités. Donc on a une population qui se sent méprisée, qui se sont reléguées, qui se sont ignorées, qui se sont méprisées. Je pense que ces mobilisations sont importantes. Maintenant, je pense que les mobilisations ont été faites, il faut construire. Qu'est-ce qu'on propose demain? Qu'est-ce qu'on exige? Qu'est-ce qu'on fait comme projet de mutation économique agricole? Qu'est-ce qu'on organise pour que la démocratie économique, je répète ce mot, démocratie économique, qui est un concept nouveau, et s'exprime vraiment? Fils d'esclave, éternellement, toute sa vie et toutes ses générations dans un ralenti, simplement parce que il marie des pieds au départ, donc il peut pas faire même coup cela, et puis Bougla qui n'est pas payé, qui ne tait, etc. Donc il faut démarrer, il faut accompagner, il faut entrer dans un processus. Mais justement, ce processus, vous qui êtes homme politique, qui vous avez été quand même haut placé jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui fait que ça prenne autant de temps et qu'on ait l'impression d'une sorte d'immobilisme? C'est-à-dire qu'on connaît le problème,
on discute du problème de plus en plus maintenant avec le rouge, vert, noir, etc. C'est une discussion qui est forte et très présente maintenant dans la société. Mais on a l'impression que du côté politique, il n'y a pas vraiment d'action. Et ce, depuis... Je ne suis pas d'accord. Allez-y. Non, je pense qu'il faut... C'est un désaccord, mais dans un débat, il faut qu'on ait des désaccords. Bon. Et je pense que le rythme n'a pas été bon. Le rythme, je parle du rythme. Mais dire qu'il n'y a pas d'action, c'est pas vrai. Et simplement parce que ceux qui, aujourd'hui, sont de grosses manifestations, ceux qui sont autour d'eux et autour d'elles, et aussi des femmes et des hommes, devraient leur dire ce qui s'est fait pour pouvoir se libérer et s'émanciper, se battre, s'imposer pendant les 100 ans qui se sont écoulés. Et on devrait leur dire. L'esclavage n'a pas été aboli comme ça. Hein. Et les conquêtes et sur les droits de vote civique, c'est pas tombé du ciel. L'accès et forcé à l'éducation, la revendication de certains droits, c'est très important. On peut contester ou ne pas contester, mais ça a été une lutte pendant très longtemps. Et deuxièmement, le processus de désassimilation et de décolonisation, c'est pas seulement la posture décoloniale moderne, que j'approuve, hein, que je suis de très près, mais c'est une posture de lutte anticolonialiste très forte. Des gens étaient battus, tués, il y a quand même eu au moins une vingtaine, une trentaine de personnes tuées, et par des mouvements, notamment les événements du Sud, en Martinique, les événements du Carbet, les événements de Lamentin, les événements de Chalvet à Basse-Pointe. Enfin, on a eu des mouvements très importants qui étaient à la fois des mouvements sociaux, mais des mouvements aussi de libération, des mouvements de combat. Et quand Césaire installe dans les années 70 et la statue de Coco René Courail, c'est en même temps qu'on célèbre le 22 mai, parce que le 22 mai n'était même pas reconnu à cette époque, les années 70. Donc c'est une conquête très importante. Et sur l'inscription de notre identité collective, notre personnalité collective dans le combat, ça n'a pas été facile, ça a été des conquêtes claires. La création du CERMA qui est aussi un événement pour qu'on se réapproprie. Ce sont des actes concrets, parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que la critique est plus importante que l'acte. C'est pas vrai, il ne faut pas du tout. Quand Césaire lui-même et moi, dans la foulée, on a dénommé et renommé de très nombreuses routes, surtout lui, Césaire, hein, de très nombreuses rues ont été requalifiées et renommées, mais là où je parle du rythme, à mon avis, on aurait dû aller beaucoup plus vite pour certains, comme Renan, etc. Mais la problématique est de dire que rien n'a été fait auparavant, c'est pas vrai. Mais est-ce qu'actuellement, du coup, puisqu'effectivement, il y a eu de nombreuses choses qui ont été faites par Césaire, etc. Et est-ce qu'actuellement, les 10 dernières années de mémoire de jeune homme, comme moi-même, est-ce qu'il y a toujours des actions qui sont mises en place ? Ou est-ce qu'on est tombé dans un certain confort Peut-être. Alors là, honnêtement, je pense qu'on a fait, mais peut-être pas avec l'ampleur nécessaire. Par exemple, quand on donne le nom d'Aimé Césaire à l'aéroport, c'est quand même le père de l'émancipation martiniquaise, c'est la négritude, c'est pas n'importe qui. Bon, je pense que sur les dénominations, pour être honnête, parce qu'il ne faut pas laisser croire que tout ce qui se dit est faux, oui, on a été trop lent sur les dénommés et renommés. Je pense qu'on devrait avoir une sorte de mémorial des luttes anticolonialistes qu'on n'a pas mis en œuvre. Je pense qu'il y a un musée de l'histoire passée dans sa clarté et qui comprend le passé, le présent et le futur qu'il faut absolument mettre en œuvre. Je pense qu'il faut régler le problème et des personnes qui sont sur des terres agricoles depuis 150 ans parce qu'ils étaient au bord de l'habitation et qui sont toujours sans titre de propriété, ça il faut régler. Et je pense aussi à la reconnaissance du créole. Je pense aussi au fait d'avoir des statuts qui soient à la place des statuts des Nambucques, du Parquet, etc. Et Monane, qui est un chantre exceptionnel de notre art, de notre culture, devrait avoir un statut. Césaire, bien entendu, et Fanon, qui avait un square, et qui a des rues qui se nomment Fanon. Ça, il faut continuer à le faire, et il faut le faire de manière claire, déterminée et nette. Et la dernière chose, de plus en plus, nous sommes rouge et noir. Je parle de mon parti. Mais Aimé Césaire m'a toujours dit, c'est notre emblème, le rouge, vert, noir, c'est le balisier.
mais n'en fait pas un drapeau si le peuple ne s'approprie pas. Là, le peuple s'est approprié du rouge, vert, noir. Et aujourd'hui, j'ai eu beaucoup d'hésitation de dire est-ce que je brandis le rouge, vert, noir tout de suite comme drapeau, bien sûr, après consultation du peuple, parce que, bon, il faut tenir compte quand même des réalités. Bon, le lambi, c'est compliqué, ça. Compliqué, c'est un petit peu quelque chose d'assez particulier. Bon, et je ne crois pas qu'on insulte l'ensemble des Martiniquais si on a un drapeau bleu, blanc, rouge, un drapeau rouge, vert, noir, un drapeau européen et un drapeau caribéen. Ben, je pense que ce genre de choses-là, y compris aller vers ce qu'on appelle l'hymne martiniquais, et si j'avais une suggestion à faire, c'est une des musiques de Mona qu'il faut prendre. Ah oui, c'est une des musiques de Mona qu'il faut prendre. Bah, je dis ça, mais il faut laisser aux artistes, au peuple le soin de choisir. Mais tout ça, c'est pour donner de la fierté au peuple martiniquais, de l'honneur et de restituer notre histoire, ne pas laisser raconter notre histoire. Et dans l'éducation, je pense qu'il y a des actions à faire. Il faut construire un conservatoire de la musique en Martinique, et de l'art et de la culture. Il faut construire ça, parce que c'est par ces actes-là que nous allons nous réapproprier nous-mêmes par nous-mêmes. C'est pas seulement par les démolitions. Les démolitions, ce sont des symboles de lutte qu'il faut respecter. Et Césaire a tellement respecté la démolition qu'il n'a jamais remis la tête de Joséphine. Hein. Ah oui, je ne l'ai jamais remis non plus les années que j'ai passées à la mairie. Donc ça, ce sont des symboles de lutte. Et les symboles qui se sont exprimés, à part mon désaccord, mais je dois être en désaccord chez le Cher, ce sont des symboles de lutte. Et donc ce sont des symboles qui peuvent cimenter le peuple martiniquais vers une forme d'unité, sans manipulation. Voilà, en gros. Ok, merci. Je pense que votre vision est assez claire sur ce sujet. Et durant ces mêmes mobilisations, que ce soit en France ou en Martinique, parfois il y a des oppositions entre les forces de l'ordre et les manifestants. Donc il y a l'affaire Kezia qui fait beaucoup parler. Et en France, ce n'était pas durant une manifestation, mais récemment l'affaire de Michel Zecler qui a été brutalisé fortement par la police. Est-ce que vous trouvez, alors déjà qu'au niveau local, il y a un problème avec les forces de l'ordre? Souvent les gens disent pourquoi ils sont tous importés, pourquoi ce sont des hexagonaux comme on dit et qu'il n'y en a pas plus qui viennent de chez nous. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème sur le rapport entre la population et les forces de l'ordre en Martinique? Bon, moi je suis pour la préférence locale à l'embauche, hein. C'est ma position. Hein. Okay. Oui, je suis pour ça et je pense même qu'on devrait créer sans esprit de raciste. Bon, et créer une sorte de législation pour la préférence locale. Les Américains appellent ça la discrimination positive. Bon, je pense qu'il faut le faire. Si on ne fait pas ça, comme on est dans un État qui est assez conservateur et en même temps qui considère que toute bagaille, c'est même bagaille tout partout, ça, c'est pas bon. D'ailleurs, tous ceux qui nous dirigent ici en Martinique sont blancs. Et surtout en aigle, il faut que je cherche mais c'est en vérité, il suffit de garder. Bon, faut pas exagérer quand même. Et là, il y a un vrai problème. Okay. Ça, c'est un problème lié à un esprit colonial qu'il faut régler, quoi. Voilà un problème, parce qu'on mène une action forte, et qu'est-ce qu'on propose après? Moi, je pense qu'il faut proposer la discrimination positive. Okay. À diplôme égal, à niveau égal, il faut avoir un régime préférentiel pour le jeune Martinique. Autrement, on ne fixe personne. Hein. Tout le monde est parti. On ne fixe personne en Martinique. Tout le monde ne peut pas arrêter, puisqu'il y a une logique de club en Martinique, en Guadeloupe ou ailleurs, où Star a passé talent en poste. Bon, et c'est toujours le même bail là. Ou quoi l'ONF, il dirige en blanc, ou quoi préfecture, c'est en blanc. C'est pas du racisme, ça n'a rien à voir avec du racisme. Mais ça va créer une tension tellement forte, parce qu'il y a une espèce de primauté de club, d'organisation un peu des fonctionnaires d'État. Et ça, il faut arrêter ça. Sarkozy, pourtant je ne suis pas pour Sarkozy, il avait enclenché ce processus-là. Okay. Très clairement, il avait tranché sur la nomination du directeur de l'hôpital de la Ménard, à diplôme égal. Les parlementaires avaient fait des interventions, il a choisi, je ne vais pas citer son nom, il a choisi un Martiniquais. Bon, il n'est pas payé moins compétent que personne. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça concerne la police. Oui, en France, et Macron a eu le courage de le dire, il y a du racisme d'une manière générale. Donc s'il y a du racisme d'une manière générale, que je combatte tout le temps à l'Assemblée nationale, vous avez toujours entendu mes interventions, quand par exemple Guéant disait qu'il y avait des races supérieures, des races inférieures, des civilisations inférieures, et que m'entre en l'ail, ça veut dire vraiment quand un ministre dit ça, si mon patron en face lui,
il était continuer à blablater et bêtises là. Donc il y a vraiment un racisme. S'il y a donc un racisme en France, il y a bien entendu un racisme partout. Dans les institutions. Dans les institutions, dans l'éducation nationale et la police. Et comme en plus la police, c'est le corps qui est autorisé à exprimer, à utiliser la violence légalement pour pouvoir arrêter. Eh bien, il suffit d'un peu d'excès raciste ou un peu d'excès de violence, parce qu'on n'a pas besoin d'être raciste pour être violent. Hein. Bon, eh bien, comme on les âmes là, on les outils ou quoi battre, quoi. Bon, c'est ça qui s'est passé. L'histoire des éclairs est une honte, quoi. Okay. C'est une honte. Donc, on a cet état d'esprit qu'il faut combattre, il faut lutter, il faut faire de la formation. Parce que je ne voulais pas qu'on qualifie tous les policiers comme des racistes et des violents. Je ne crois pas que ce soit ça. Je crois qu'il y a une réalité du racisme et de la violence qui existe, y compris dans la police, avec quelques personnes, et beaucoup de personnes certainement, autorisées à aller vers la violence, eh bien, expriment leur racisme et leur propre violence. C'est ça qui se passe. Et ça s'est passé en Martinique. Quand le jeune Kézi a été touché, j'ai écrit tout de suite à Darmanin pour lui dire qu'il faut absolument engager immédiatement une enquête IGPN ou GGBN. Ce sont des gendarmes qui étaient venus à cette époque-là. Et ça a été fait. Et ils ont organisé une audition. Alors, bien sûr, c'est toujours quand il y a une procédure devant les tribunaux, il y a une séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir de justice. On ne peut pas trop se mêler de ça. Mais il faut absolument que le jeune Kézia ait un traitement équitable, qu'il soit absolument protégé et qu'il bénéficie d'un jugement qui tienne à la fois, je n'ai pas d'ordre à donner à la justice, à la fois du contexte créé par l'État qui conduit à des manifestations. Et quand il y a des manifestations aussi tendues, eh bien, quelquefois, il y a des choses qui se passent qu'on ne maîtrise pas. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur cette affaire. Merci. On va parler peut-être un peu de musique, puisque c'est ce dont vous êtes habitué sur ma chaîne. On va parler un peu de musique urbaine. Vous m'avez dit que vous connaissiez certains noms avant de commencer. Je vais vous citer des lyrics et vous allez me dire ce que vous en pensez. On va commencer par Sahel. Donc, qu'est-ce que vous pensez de l'artiste Sahel qui est un peu une icône en Martinique? Oui, Sahel, j'allais dire, on a la même histoire. Je le connais très bien, hein, le jeune. Et il est de Volga-Plage. Bon, moi, je suis Trénel. Okay. Donc, il est beaucoup plus jeune que moi, bien sûr. On a eu la même histoire. C'est un garçon que j'aime beaucoup. Il est très simple. Il a des messages très positifs. Bien sûr, qualité artistique incontestable. Il a la science de la parole bien posée. Et puis sa musique, ce que j'aime de sa musique, c'est à la fois de la musique traditionnelle avec des espaces de modernité, mais s'inscrivant dans le côté caribéen. Il y a un côté caribéen qui me plaît beaucoup. On a l'impression qu'il en pointe un petit peu au reggae, sans pour cela tomber dans le reggae. Mais il est vraiment dans une musique, une créativité qui lui est propre, avec un cheminement propre. Et c'est quelqu'un qui est un modèle pour beaucoup de jeunes en Martinique. Et dans un de ses textes, du coup, il dit « La politique, c'est beaucoup de paroles en l'air, et la politique, c'est beaucoup de belles manières ». Quand vous, homme politique, vous entendez ce genre de texte? Ben, il a raison de voir ça comme ça. Ouais. Parce qu'effectivement, la lecture qu'on a de la politique, c'est qu'on est obligé de s'exprimer. On est obligé de faire des propositions. Puisque, en fait, on se donne une mission de gérer ou de planifier ou d'organiser la vie publique des autres. Bon, donc dans le domaine de l'éducation, pour votre formation, du numérique, de la biodiversité, de la sécurité, de l'école, etc., peu importe. Donc vous êtes obligé de vous exprimer. Alors, la politique police, ce peuple, art oratoire en même temps, c'est-à-dire vous adressez au peuple, vous adressez à peuple, vous êtes obligé de vous exprimer d'une certaine manière. Donc ça peut apparaître comme beaucoup de paroles et peut-être avec pas suffisamment d'actes. Bon, je le comprends, mais c'est une perception. D'ailleurs, ça a beaucoup changé la politique. Aujourd'hui, la politique, c'est plutôt du numérique, des réseaux sociaux. Je ne suis pas très habitué à ça, donc c'est un peu compliqué pour moi. Mais bon, j'essaie de m'adapter pour la période qui me reste à faire. Et il y a un autre lyrics, du coup, de cette fois d'un rappeur qui s'appelle Kerry James. Est-ce que vous voyez c'est qui? Non, pas trop. Alors, Kerry James, c'est un rappeur qui est très engagé, presque politisé, et qui dit dans un morceau Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite. Donc, vous en avez un peu parlé à l'instant. Est-ce que vous trouvez que dans la politique, on a une chance à court terme, à moyen terme ou à long terme, de la faire disparaître, de faire disparaître ce racisme?
Ah oui, je me souviens d'un texte effectivement de ce jeune qui a fait un buzz, quoi. Il avait sorti un disque, je dis disque, on dit plus disque. Bon, maintenant c'est digital. Digital, etc. Et il me semble qu'il avait, et s'est exprimé dans ce sens. Très honnêtement, la bêtise humaine qui s'est exprimée très tôt dans l'évolution de l'humanité, de mettre en esclavage des gens, d'asservir des gens, de tuer des gens, d'assassiner des gens pour leur couleur de peau, pour leur religion, et leur appartenance à un État, etc. Cette bêtise humaine s'est propagée de manière exceptionnelle et de manière profonde dans ce qu'on appelle le racisme instauré. Donc ce racisme-là a évolué avec une dynamique extrêmement puissante et accompagnée par une science du racisme, l'école coloniale, c'est-à-dire des penseurs, quoi. Colbert n'est qu'un petit penseur par rapport à la science du racisme qui s'est installée dès le XVIe siècle, le XVe siècle avec les premières découvertes, d'abord contre les Amérindiens, ensuite la déportation de milliers de Noirs vers l'Europe, mais c'était une dynamique mondiale d'asservissement d'une partie de peuple et au profit d'une autre partie de peuple, se décrétant supérieur du fait de leur couleur de peau. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est intégré dans le corpus. Moi-même, on avait dit qu'il y a un gène, c'est mon temps. Bon. Donc faire disparaître le racisme tout de suite, de jour à l'autre, par la parole politique immédiate, la petite pierre que je peux apporter, elle va s'ajouter à des petites pierres que demain un jeune comme vous allez apporter. C'est un long combat pour extirper ça de la tête. Ce qui peut nous sauver aujourd'hui, c'est le brassage. Comme il y a un brassage de plus en plus puissant qui se fait dans le monde, la mondialisation, c'est le mauvais côté, c'est le profit ultralibéral, et le bon côté, c'est le contact humain, le contact des civilisations, si je peux me permettre de dire ça. Et ce contact-là va faire que de plus en plus, la jeune génération qui arrive, et ça s'est montré avec George Floyd aux États-Unis. C'est-à-dire, on a vu des gens mobilisés, chinois, blanches et arabes, tout le monde n'en était rien. Donc, il n'y avait plus de couleur de peau. Tout le monde critiquait un acte raciste qui est lié justement à cette incorporation qui est du racisme en soi de n'importe quel individu qui peut l'exprimer à n'importe quel moment. Donc, je ne pense pas qu'on puisse le faire. La seule chose, dans l'immédiateté, la seule chose, il faut continuer à œuvrer dans ce sens pour que les hommes vivent en tout respect, en toute fraternité. Il faudra attendre encore des décennies pour que lorsqu'on passe dans la rue, quel que soit le lieu du monde, décennies peut-être plus siècle, ouais, et qu'on ne se rend pas compte que c'est un noir, un blanc, un jaune, un arabe, etc. Ça prendra énormément de temps parce qu'il y a ceux qui ont besoin que le racisme perdure pour exprimer. Et d'ailleurs, un danger qui se pointe là pour nous, c'est que la France, si elle ne se rend pas compte qu'elle est multiculturelle, je ne suis pas en train de dire que la France est multicommunautariste. Hein. La France est multiculturelle et la France ne sait pas qu'elle est multiculturelle. Et la France ne s'organise pas pour que l'expression multiculturelle soit la plus totale possible, la plus ouverte possible. Donc la France peut parfaitement accepter qu'il y ait des Noirs, des Nègres, des Chabins, et à qui football il y a parce qu'il n'y a qu'à gagner, mais aller traduire dans la vie du quotidien, pour le logement, pour le travail, pour tout ce qu'on veut, pour l'accès aux droits de tous et de toutes, la France ne sait pas encore faire ça. La France est plutôt dans le pansement des problèmes et pas dans la construction des libertés pour honorer la dignité de chacun, quelle que soit son origine, sa couleur de peau. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui qui va durer un certain temps. Et dans ce même son, Kerry James dit ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Est-ce que dans vos échanges, quand vous étiez dans l'Hexagone, en tant que député, en tant que président, etc., est-ce que vous avez la sensation que pour le gouvernement français, les dom-toms, c'est une seconde pensée, c'est anecdotique, mais que on vient leur parler quand c'est le moment pour les élections, mais il n'y a pas vraiment de plan pour les dom-toms à long terme concret et d'action, vraiment? Alors, d'abord, je me permets de rectifier le mot dom-tom parce que je suis ni un domien ni un tomien. Ok, d'accord. Je suis un Martiniquais, purement Martiniquais, caribéen et français. Bon. Alors, bien sûr,
et nos aînés nous ont mis dans cet espace-là, assez compliqué, parce qu'à la fois on est un pied en France, en Europe, l'autre pied en Caraïbes, et l'autre en bout de tête-main et Martinique, quoi. Donc je pense qu'il faut affirmer cela très fortement, parce que la France, à mon avis, est dans un dogme et purement français de la République unie et indivisible. La République peut être complètement unie, très unie, mais sans pour cela être unie et indivisible. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que on a une organisation de la vie qui nous impose d'avoir un regard sur l'universel. Bon, et la définition de l'universel, pour la France, c'est la négation du particulier. Okay. Et quand il nie le particulier, la doctrine du droit à l'égalité, 1946, c'est la départementalisation, lamine toute petite ou grande différence qui construit notre personnalité collective et individuelle. Donc ça, c'est les grandes valeurs que je vois. Par rapport à votre question, oui, aujourd'hui, nous ne sommes plus un centre d'intérêt de type colonial. C'est-à-dire, avant, c'était un très grand centre d'intérêt de type colonial. Saint-Domingue a été le poumon de la réussite française. La Martinique, les îles à côté, occupées pendant très longtemps par la France, et puis les conquêtes dans les pays d'Asie, du Sud-Est ou ailleurs ou en Afrique, ça a été une expansion coloniale. Nous ne sommes plus dans le chemin de besoin d'expansion coloniale, de besoin de domination, de maîtrise de matières premières, de recherche de l'or, etc. Les flibustiers, quoi. Ouais. Un lot flibustier français allait faire affaire, parce que c'était ces mêmes flibustiers qui organisaient la richesse du roi. C'était pas un corpus administratif, ce sont organisé après Colbert, qui organisait l'organisation de la colonisation, la maîtrise de tout. Mais au début, c'était des flibustiers. Bon. Et puis, on est devenu des terres d'exportation de tout ça qui était besoin en Europe. On n'est plus ce centre d'intérêt-là. Et depuis longtemps. Donc aujourd'hui, la France paye un loyer de 1% de son budget à l'outre-mer. Pour quelle raison la France paye ce loyer? Je suis très dur dans ce que je dis. Hein. Pourquoi la raison que la France paye ce loyer de 1%? Parce que la France devrait démontrer que ce n'est pas un loyer qu'on paye, mais une vraie intégration. Et ce qu'on a dit tout à l'heure là, sur le fait d'avoir aussi peu de présence de cadres antillais à la tête du pays, montre bien qu'il n'y a pas un regard fin, qu'il n'y a pas un regard précis, qu'il n'y a pas un regard respectueux. Et nous gérons, donc pour gérer. Pour quelle raison la France tient à l'outre-mer comme ça? C'est pas parce qu'il y a Capodican et puis Rome et Pistique. Hein. C'est simplement parce que les pays d'outre-mer fait que la France est le seul pays où le soleil ne se couche jamais. Okay. Ne se couche jamais. La France est sous les 3 océans. Donc il y a un rayonnement diplomatique, un rayonnement politique, un rayonnement géopolitique, un rayonnement océanique qui est extrêmement important aujourd'hui. Donc ce n'est pas le même centre d'intérêt. De ce fait, à partir du moment qu'on maîtrise, la France maîtrise ce rayonnement sur la terre entière, à travers les pays d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, avec des bases qui peuvent être installées en Guyane, des bases installées en Polynésie pour les essais nucléaires ou en Algérie, cette gestion suffit. Il suffit de trouver en Martinique un mec qui gère avec brutalité et force l'ensemble des Martiniquais et ils sont contents. Hein. Okay. Ils n'ont pas besoin de voir la finesse du développement. Et de ce fait, et la France, oui, regarde aujourd'hui avec une certaine distance les pays d'outre-mer. Et comment on pourrait régler ça? Du coup, est-ce qu'il y a une façon de changer cette vision, de travailler vraiment en union, entre guillemets, j'ai envie de dire? Moi, il y a plusieurs formes. Il y a la forme révolutionnaire, sortir de ça. Il y a la forme de faire un choix de l'indépendance. Personnellement, je ne suis pas pour l'indépendance. Même si j'ai un esprit très indépendant, mais je ne suis pas pour l'indépendance. Et bon, d'ailleurs, tous ceux qui parlent pour l'indépendance en Martinique, je ne vois pas tellement ce qu'ils font pour l'indépendance. Hein. Ils font plus pour l'assimilation et pour l'intégration. Et deuxième chose, je pense que rester tel qu'elle me semble un peu dangereux. Et donc, il faut absolument faire évoluer les choses vers plus de responsabilités locales, domicilier plus de compétences, structurer mieux nos relations avec les pays à côté, avoir un panel de moyens qui permet de conforter notre identité. Quand je parle qu'il faut absolument, à côté du français, je répète,
pas contre le français, qu'il faut affirmer le créole comme une langue régionale, c'est une manière de rendre authentique notre vie, etc., etc. Je pense qu'il faut absolument aller vers le maximum d'autonomie alimentaire. Et en Martinique, si on ne va pas vers de l'autonomie alimentaire, il ne suffit pas de les déclarer, mais de l'organiser pour sortir de l'économie plutocratique de l'habitation. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire nous-mêmes. Mais si on le fait, comme en France, il n'y a plus d'inspiration coloniale, parce que c'était la vraie inspiration, il y avait une école coloniale qui existait au 19e siècle, 18e, il y a une école avec des gens qui étaient formés. Les gens qui étaient dans les colonies sortaient d'une école qui s'appelle l'administration coloniale. Enfin, ils étaient de l'administration coloniale qui est issue d'une école. Quand on dit, tu es ni Sciences Po ou tu es ni l'ENA, c'est ça, l'école coloniale. Et d'ailleurs, le ministère qui est à la rue Oudinot, là, mais c'est le ministère de la colonie. Personne n'a ni courage de dire ça. Personne n'a ni courage de dire que le ministère de la rue Oudinot, c'était le ministère de la colonie. Donc on a transformé le ministère de la colonie en ministère tout court des départements et régions d'outre-mer, quoi. Bon, dans même là, qui était une toute espèce de colonisation, de crimes, de décisions qui ont tué des centaines de milliers de personnes, à ces mêmes côtés, si on est à la modernité, comment ils peuvent émanciper quand il y a des esprits coloniaux là, ou dans le même espace là. Donc il y a un problème, quoi. On a un problème aussi avec nous-mêmes. C'est pas seulement la France avec nous, c'est nous avec nous-mêmes. Donc, je pense que l'aliénation et l'assimilation, il faut arrêter. Il faut reconquérir nous-mêmes. J'étais ce matin dans une visite d'une dame et Tina qui est du côté de Mont-Rouge. C'est exceptionnel. Elle se base sur les plantes médicinales, un peu comme Fidéline 2000. Qui faisait ça du côté de Casse-Pilote. Elle se bat, mais avec des moyens extrêmement précaires. Ben, voilà une des richesses locales. Nous n'y en pied à Toumo, là, on n'y en pied Feralgan, etc. On n'y en pied Vix en Jardin, là. Nous pas même savent que pied boîte là, c'est à la limite à partir d'y, qu'on fait médicaments, qu'on fait borleur, qu'on fait bon. Bon, on a vraiment une sorte de mésestime de soi-même, un manque de confiance, un complexe quelquefois d'infériorité assez coupable. Mais on n'a pas le courage de se dire ça ensemble. Et on a une peur bleue, c'est de ne pas vivre au standard dans lequel on est, ce qui est totalement légitime. Donc il faut absolument rassurer les gens et leur dire qu'on peut gagner en dignité sans perdre en égalité. Ok. Et un dernier lyrics, du coup, je pense que vous connaissez aussi Paille, oui, qui dit rien n'a changé depuis la grève, mesdames et messieurs, on vous a vendu un rêve. Donc je pense que c'est la grève de 2009, vous étiez vraiment au cœur de la vie politique, vraiment à ce moment-là. Est-ce que quand vous entendez ce lyrics, vous avez un sentiment de on aurait pu faire plus, ou on a mal fait, ou Moi, je n'étais pas instigateur de la grève de 2009. Non, mais c'était quand vous étiez... Ouais, non, j'étais en plein cœur du moment. J'étais maire de Fort-de-France à l'époque. Ouais. J'ai même été touché sur la rocade à Trénel par des gaz lacrymogènes, des pierres, des roches, des trucs comme ça. Donc j'étais au cœur du combat. Oui, moi je pense que la mobilisation de 2009 est aussi une mobilisation très forte sur le plan social. C'est une des plus grosses mobilisations. D'abord, commencer avec une très grosse dynamique en Guadeloupe avec Domota. Et puis ça s'est aussi étendu ici. C'est une expression du mal développement, du malaise social, des inégalités, des profitations. L'expression est très belle, la profitation économique que subissent une grande partie de la population. Honnêtement, c'est un mouvement qui m'a... Ça m'a pas surpris parce que je sentais venir une pression. Hein. Okay. Et aujourd'hui, là, je ressens la même pression. Tout à fait. Mais là, en 2020, je sens la même pression. C'est pour ça que je dis à la fois aux acteurs que je connais, mais à tous les niveaux, préparez-vous parce que l'emballement de mouvement, il suffit d'une petite étincelle et ça peut basculer en Martinique. Donc, il faut absolument se préparer. Et malheureusement, et je l'avais pressenti, il y avait beaucoup de revendications purement sociales. Il y avait peu de revendications tournées au fond des changements profonds de la société. Okay. Comme 68 a provoqué des changements profonds de la société. Et 2009 ici n'a pas provoqué ces changements profonds, c'est pour ça qu'il a raison, et pas de dire ça. On nous a vendu un rêve parce qu'on avait une sorte de rêve de révolution. Moi je pense que c'était le moment d'exiger plus que ça sur la culture, sur l'identité, sur plein de choses.
et qu'on aurait pu obtenir. Mais la faute n'est pas aux grévistes, hein, c'est aussi de notre faute, à nous, hein, moi, en tant que maire, que parlementaire, peut-être aussi que j'ai pas assez appuyé, mais il faut dire que le cadrage même de la revendication était maintenu dans une revendication sociale. Vous vous rappelez, le prix de la vie, le coût de la vie, les 200 €. Donc on avait très peu d'espace, parce que quand il y a un mouvement, ce sont les syndicats qui mènent le combat, et les élus et la campagne nous contestent. Moi, j'avais estimé qu'il fallait accompagner ce mouvement-là, et tout en plaidant pour la non-violence, puisque le jour où je me suis fait blessé, je ne suis pas blessé, mais j'avais reçu beaucoup de lacrymogène et je tombais, c'était parce que je voulais éviter un affrontement entre les béquets qui étaient descendus avec des engins et le peuple qui marchait sous eux. Okay. Et donc il fallait absolument que je me mette au milieu pour arrêter, éviter des morts. Et il y aurait eu des morts si je n'avais pas fait ça. Maintenant, ce mouvement-là, à mon avis, peut être un mouvement demain d'une ampleur encore plus importante. Merci. Du coup, on va parler un peu de votre carrière. Entre guillemets, un moment intéressant que moi j'avais vu, intéressant, un peu drôle, j'avoue, c'est quand vous aviez dit c'est pas seulement mon café riche méchant. Est-ce qu'on vous parle souvent de ce moment-là ou pas? Oui, c'était une sorte de coup de colère. Alors bien sûr, il ne faut pas qu'un président ou un maire fasse ce genre de choses tout le temps. Bon. D'ailleurs, à certains moments, je dis, j'aurais peut-être pas dû aller jusque-là. Mais je le dis aussi, des fois, on est sous une pression et j'ai réagi parce que je me suis senti agressé et surtout, j'ai senti que ma maman était agressée. Et je m'excuse devant tout le monde, mais quand on dit en bêtise à ma maman, pas chercher moi. Ma mère m'a élevé seule. Mon père n'était pas là très tôt, il avait 4-5 ans, il n'était plus là, il est décédé après, maman nous a élevés seuls, on était 6, donc je sais sa souffrance, donc un monde qui l'est peut-être fait moins pété en plomb, comme on dit en créole, c'est jouer mon maman ou du mon bêtise à mon maman, elle m'a pas qu'à prendre ça, donc j'avais ressenti ça comme une attaque et c'est pour ça que je sortis ça et c'était vraiment, ça sortait de moi-même, quoi. Bon. Mais quand on a la qualité de président d'une collectivité ou de maire, on dit pas systématiquement ce jour. Ça peut échapper quoi, fois, mais pas aller plus loin que ça. Et justement, comment vous avez eu envie de rentrer dans la vie politique? Ça a été quoi le déclic? C'était un hasard pur. Bon. Et je suis Trénel, donc je suis un enfant de Césaire. Bon, quand on dit ça, je suis Césaire. C'est un quartier populaire, comme Volga, Texaco, Trénel, comme ça. Parce que Trénel, c'est quoi? Trénel a été fait par Césaire. Bon. Donc ma mère a un petit bout de terrain, elle a construit sa maison en bois, après il fait un bout de mur, il fait étole, c'est comme ça quoi. Nous c'était décès moins plus moins, nous étions vivre à des pièces pendant près de 7 ans ou 8 ans. Et sans WC, sans de l'eau, sans rien du tout. Et puis après mes frères sont venus, on a fait la maison à Trénel par petit bout. Donc donc je suis un enfant de Césaire. Et j'étais très intéressé par la philosophie politique, mais pas par la politique en soi. Donc, et puis, c'était un vrai hasard. Bon, je reviens, je suis pas encore docteur en humanisme, je préparais, je l'appelle le DEA déjà, mais je préparais le doctorat. Et puis un jour, Jean-Claude Duverger, Duverger. Ah oui, Duverger, c'est le conteur, le grand conteur de Citron. Bon. Et il descend devant chez maman, il m'a dit sorti jouer football en Bafora. Bafora, c'est à 2Z. Et il me dit, ouais, sur quoi faire? À nous coûter 16 €. Il a dit, mais non, pas de temps, je boule moins. Je réponds comme ça. Et il insistait, il m'a dit, mon gars, viens t'aller, il m'a descendu. Et puis, au moment où j'arrive dans la salle du PPM, j'entends une voix. Et c'est la voix de Césaire. J'entendais de loin, il a un discours, ma maman suivait ça. Mais je n'ai jamais entendu ni parler. Je n'ai lu tout le livre, mais tout le livre Fano. Mais je n'ai jamais ni face à face. Et puis moi, je n'ai ni une des fois, il a monté et descendu Trindel. Je dis oui, mais et ça a été le coup de foudre. Et ensuite, je suis arrivé à la mairie comme urbaniste. Je suis d'abord salarié de la ville. Hein. Ouais, je suis urbaniste et je travaille avec lui. Et au bout de 10 ans de travail avec lui, j'ai décidé de partir aux États-Unis ou à Barbade. Travailler. Parce que j'avais un poste qu'on me proposait d'abord à Barbade, à la Banque de développement de la Caraïbe, et puis je voulais absolument aller à l'ONU travailler aux États-Unis.
Et j'avais eu une proposition et j'ai envoyé une lettre à Césaire pour lui dire que je quitte la mairie, je m'en vais. Bon, le lendemain matin, je suis arrivé à la mairie à 7h, je arrivé côté 7h15. Moi. Césaire lui-même qui arrive côté 9h, il arrive depuis 6h du matin. Okay. Et puis il fait un scandale. Et puis moi, il dit, ah ouais, voilà comme ça, les spécialistes comme vous, on en a besoin, vous partez, foutez le camp, on vous aide à faire... Ah, bon. Okay. Vous restez là, bon voilà, je suis resté là. Et puis dans la foulée, ça a été des propositions d'être directeur de la CEMAF, de remplacer Darcière. Et dans le canton de Volga-Plage, que Camille Darcière a été élu conseiller général du canton de Volga-Plage, donc je l'ai remplacé. Et puis la machine est partie. Bon, voilà, c'est un pur hasard, mais c'est quand même un hasard dans un contexte où les choses pouvaient se prévoir, quoi. On n'est pas insensible à une demande de Césaire. Mais justement, vous parlez de cette relation avec Césaire. Donc moi, quand j'étais jeune au carnaval, j'entendais le roi mes pépés ou planter en pied laitier, etc. Si vous deviez parler de votre relation avec Césaire, et comment vous la décririez en fait? Et j'ai du mal parce que je vis beaucoup d'émotions. Dès que je pense à lui, c'est l'émotion, oui, c'est l'émotion m'envahit. C'est un être qui a tout donné au peuple opprimé. Okay. Tout. Et plus particulièrement aux Noirs. Donc, dans cette phrase-là, ça ne définit pas la relation, mais il n'a pas fait que donner, il a redonné dignité et surtout redonner un sens à la vie d'une communauté, d'une civilisation venant d'Afrique principalement. Et au-delà de ça, c'est un homme qui a lutté toute sa vie pour la dignité humaine au-delà même de la couleur de la peau. Parce que la négritude, ce n'est pas un essentialisme noir. Hein. Okay. Ce n'est pas la défense de la couleur de peau, c'est la défense de l'opprimé. Et la restitution par la négritude de l'histoire nègre, dans les valeurs de l'histoire nègre. Bon. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est un homme d'une tendresse incroyable. Okay. Incroyable. C'est un père, quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas passé. Donc les relations que j'avais avec lui, c'était des relations de sensibilité. Il adopte quelqu'un, il ne l'adopte pas. Donc ça a été vraiment des moments d'un paternalisme protecteur. Ça a été aussi le moment d'une transmission de savoir. Ça a été le moment d'une complicité intellectuelle très forte. Ça a été le moment de souffrance partagée. Parce que je prends un seul exemple. Quand j'arrive à la mairie, il y a 4000 salariés. 4000 salariés. Bon. Ma mère a été femme de ménage à la mairie, femme de service à la mairie de Fort-de-France. Et 4000 salariés pour une ville qui doit avoir 2500 salariés. Bon. Le cas pour charge là, pour qu'on change et porter. Sans pour cela salir Césaire. Parce qu'on aurait pu dire, mais pourquoi il a recruté 4000 personnes? Donc j'ai partagé cette souffrance avec lui. Et les quartiers de Fort-de-France, la ville était dans une situation très difficile. Donc on a pris cela sans pleurer, sans souffrir, sans trahir, je répète, sans trahir. Et même ceux qui n'étaient pas, on était tout à fait d'accord, on essayait de polir, de les régler. Donc c'était une relation de confiance. Et pour moi, c'est un très grand honneur d'avoir connu cet homme, d'avoir partagé des moments de sa vie. J'en ai sorti un livre, Sous la route de la trace, parce que tous les jeudis après-midi, je partais avec lui en balade. Okay. Ça a duré 2 ans. Et je prenais des notes pendant le circuit. La route de la trace, c'est la route de Mono Rouge, hein, en passant par Balata. Et je prenais beaucoup de notes. Et après ça, j'ai rédigé un livre qui raconte l'histoire de cette époque que j'ai eu avec Césaire. Ok. Et sur cette vie politique, si vous deviez me citer votre, peut-être pas meilleur accomplissement, mais je suppose que c'était un travail d'équipe de toute façon, mais un accomplissement que vous avez été vraiment content d'avoir réalisé durant ce parcours politique. C'est compliqué parce que vous avez des choses qui sont dans la monumentalité. On pourrait dire, je suis très content d'avoir laissé à la Martinique le front de mer de Fort-de-France. Je pourrais dire que je suis très content d'avoir réalisé l'avenue Maurice Bishop, qui est une infrastructure très importante. Non, pour moi, la plus grande œuvre, c'est la poursuite de la politique souhaitée par Césaire pour l'émancipation du peuple martiniquais.
à la fois dans le social, où j'ai continué à aider beaucoup de personnes, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès à la santé, l'accès à la culture. Chose très importante. Je n'ai pas défait ça, j'ai gardé ça. Et s'il y a et aussi quelque chose que j'ai apporté, si je peux me permettre, c'est de modifier le cours de l'histoire des quartiers populaires. Okay. Parce que les quartiers populaires étaient voués, suivant le dogmatisme purement occidental et hexagonal, à être détruits. On a eu le temps de casser Montpuis-20. Quand je suis arrivé en tant qu'urbaniste, j'ai apporté par mes recherches, pas seulement moi, j'ai un ami qui s'appelle Max Stanik, qui faisait le même doctorat que moi. Donc on a élaboré ce qu'on appelle la théorie de la mangrove urbaine. Et c'est quoi une mangrove urbaine? En fait, c'est un écosystème dans la ville qui vit à partir de sa survie. Okay. En gros, Volga vit de sa survie. Volga vit de sa puissance de racinement. Volga a que des laminaires intérieurs dans le quartier de Volga. Trinel a beaucoup que des laminaires qui fixent le sol, qui fixent l'urbain, qui existe et qui utilisent à la fois leur force de travail et le temps pour pouvoir se solvabiliser, construire une maison. Comme on fait en caille, un bourgeois qui a fait en 3 ans, parce qu'il n'a rien pour payer. Un nègre dans un quartier populaire qui a fait en 20 ans. Il a fait en 15 ans. Il utilise le temps parce qu'il peut acheter que 4 briques, il peut acheter 4 briques, il avait des briques là, etc. Donc j'ai théorisé ça et j'ai considéré que l'expression du beau n'était pas seulement liée au conformisme du plan pour faire une maison pavillonnaire ou un bâtiment HLM bien dessiné, que l'autoconstruction, l'architecte pouvait être accompagné par une dynamique d'architecture populaire, donc vernaculaire, créant autant de richesses que dans un quartier formaliste. Okay. Alors, je pense que c'est ça que j'ai légué et qui est pour moi le plus important et qui se poursuit aujourd'hui dans les quartiers. Il y a un jeune à Volga qui s'appelle Anissé, Soké, peut-être que vous le connaissez, qui continue ce travail-là en mettant en place un processus de conseil citoyen à l'intérieur de Volga, à la limite que la population devient une population d'aménageurs. C'est-à-dire c'est plus le technocrate qui aménage, mais la population. Donc ça permet de maintenir la culture de vie de la population, de ne pas désolidariser la population par rapport à son investissement et de construire une politique de reconnaissance de leur habitat. Donc on démolit ce qui est démolissable, qui est incontournable, mais on restaure le reste. Ça s'appelle de la chirurgie urbaine. Okay. Je pense que c'est peut-être ça que je considère que j'ai apporté le plus à Fort-de-France, en ville, et qui permet de fixer. Et j'ai accompagné ça par un processus de cession. J'ai décidé, pendant ma mandature à la mairie, de céder les parcelles qui étaient propriétaires de la mairie aux propriétés de l'État. L'État, 50 plages géométriques Volga-Plage, Trinel, terrain communal. Pour que les gens aient des titres de propriété, parce que les gens étaient là depuis 30-40 ans, il y a la banque qui a dit, ouais, bon, propriétaire là, pas propriétaire terrain, on parle d'une pièce caille. Bon, donc on a créé un droit à l'urbain différent, mais qui ancre le droit de propriété du sol. Okay. Et c'est en cours actuellement toujours, on cède des parcelles petit à petit pour que les pauvres se retrouvent non pas seulement comme des consommateurs de la vie, mais aussi des acteurs de la vie. Okay. Tout à fait. Et si vous aviez de l'autre côté, un regret peut-être, où vous vous êtes dit, j'aurais aimé peut-être aller plus loin dans ça, ou j'aurais aimé pouvoir faire ça. Ah, on a toujours des regrets. Quand on a une fonction de maire ou d'élu, le temps du maire, c'est 5 ans, le temps de conseiller général, etc. Donc on n'a pas le temps de tout faire. Moi, j'aurais aimé finir mon travail sur l'ensemble des quartiers, comme Texaco, comme Trinel, et comme Volga-Plage, comme Canal-Aric, ce qu'on parle que de Fort-de-France, là. Ça, c'est pour Fort-de-France. J'aurais aimé terminer, mais il faut le terminer. Et je pense que cette ville-là mérite une solidarité assez particulière, parce que c'est cette ville qui, pendant 50 ans, a absorbé le mal développement de toute la Martinique. Okay. Moi, je viens du Gaumont, je suis du Lamentin. Je suis né au Gaumont, j'ai vécu au Lamentin, mon père est du Lamentin, et donc, côté Montville, la Trinelle, donc Fort-de-France. Donc, Césaire nous a accueillis. Il fait crèche Banou, il fait l'école Banou, donc cette ville mérite une solidarité. Bon, donc il faut absolument terminer ces chantiers. Et j'ai une ambition de les terminer, bien sûr, avec le maire qui est en place. Il faut l'accompagner. Mais sur l'ensemble de la Martinique, mon grand rêve, c'est d'aller vers une autonomie alimentaire, okay. Régler le problème de l'eau. L'autonomie alimentaire, c'est pas l'indépendance alimentaire, c'est simplement le fait de construire, de produire localement, pour à la fois consommer localement nos productions
de la manière la plus saine possible, la plus durable possible, mais aussi faire de l'exportation. Ça, c'est la diversification agricole, c'est un chantier fondamental. J'aurais aimé régler clairement le problème de l'eau. C'est pas normal qu'on soit dans si je peux me permettre de dire, un merdier, quoi, complètement absurde sur la question de l'eau en Martinique. Il faut le régler. Il faut le régler sur une dizaine d'années. Et pendant les 5 ans qui viennent là, ça peut être réglé. L'essentiel peut être fait. Après, on va dérouler. Mais l'essentiel peut être fait en termes d'infrastructure pour régler le problème de l'eau en Martinique. Et puis, bien sûr, je suis très préoccupé par la fois le vieillissement de la population, en même temps les jeunes qui n'ont pas de perspective. Donc, instaurer 2 ou 3 choses, c'est la démocratie économique, permettre que plus de personnes aient accès à l'initiative économique par les financements, par l'immobilier, etc. Et deuxièmement, mener une politique familiale puissante pour qu'on puisse repeupler la Martinique qui risque d'être à 250 000 habitants dans 20 ans. Si on ne fait rien du tout, la Martinique chutera démographiquement parlant et ce sera pire qu'une catastrophe naturelle. Bon, voilà, en gros, c'est quelques grandes lignes. Et puis, accompagner la Martinique vers plus de culture, plus d'identité. Il faut construire un conservatoire de la musique en Martinique et de l'art, je l'ai dit déjà. Il faut aller dans ce sens. Il faut vraiment nous donner des équipements très attractifs pour que les jeunes des pays autour viennent, que les jeunes qui sont de la 2e, 3e génération au niveau national viennent en Martinique faire des études, qu'on puisse les fixer au mieux et développer de l'activité locale. Merci, je pense que c'est assez clair. Et du coup, si pour un mot de la fin, vous aviez 2021 arrive, si vous aviez un message pour les Martiniquais pour 2021 ou pour la fin de l'année ou pour résumer un peu l'année 2020, allez-y. Non, bien sûr, avec le Covid, on aura une fin d'année un peu sombre, ce sera très particulier. Bon, je demande aux Martiniquais d'être très prudents, d'essayer de contenir la ferveur à la fois de Noël. Mais il faut fêter, hein. Il faut pas interdire de fêter, il faut surtout fêter, mais il faut fêter dans des conditions très acceptables pour qu'on ne se transmette pas le virus, parce que le virus est toujours là. La deuxième chose, c'est que c'est un très beau pays, la Martinique, et c'est un pays d'espoir et d'espérance. C'est pas comme on veut faire croire que c'est un pays mortifère, qu'il faut pas investir dans ce pays-là, qu'il faut absolument se contempler, il faut faire des cancans et des histoires. Je pense que c'est un très beau pays qui a de l'espoir. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on trouve suffisamment d'intelligence coagulée pour pouvoir créer les conditions d'une expansion, d'un progrès qui est partagé par tout le monde. Et c'est dans ce cadre-là que je dis aux Martiniquais de tenir espoir, de ne pas lâcher. Il faut simplement que, demain, ceux qui seront au niveau national élus ou demain ceux qui sont au niveau local élus acceptent de rentrer dans un processus pendant 5 ans de sacrifice, de combat pour construire les fondations d'une nouvelle Martinique. Et d'ailleurs, vous avez parlé de célébrer Noël. Il y a un gros débat parmi plus ma génération sur le carnaval. Alors, selon vous, carnaval, pas carnaval en 2021? Je reste très prudent. Je pense honnêtement qu'il faut être très prudent. Je peux peut-être décevoir certains, mais je ne suis pas de l'école de ceux qui disent que ce n'est pas un problème. Okay. Donc, il vaut mieux évacuer ça. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il n'y a aucun problème. On a quand même eu des morts ici, même si c'est quarantaine. Ça peut paraître pas beaucoup, mais on est quand même à 5500 cas. Donc je pense que je vais toujours plaider pour la prudence et ne pas céder à la facilité. Cependant, on peut trouver de manière très intelligente des solutions pour s'amuser, sans pour cela qu'on soit dans des fêtes telles qu'on l'aurait souhaité. Bon. Tant à Noël que pendant le carnaval, je pense que ça peut se gérer. Pourquoi? Parce que s'il y a une 3e vague, malheureusement, on risque encore d'être confiné parce que plus longtemps. Oui, c'est ça. Donc il faut éviter cette 3e vague-là pour se préparer. Bon, il y a un espoir exceptionnel, c'est la question de la vaccination. Si la vaccination arrive, et puis c'est en janvier, et tout le monde n'a qu'à vacciner tranquillement, il est fort probable que fin janvier, début février, qu'on soit tellement bien qu'on peut faire un carnaval peut-être meilleur. Mais je pense qu'il faut jauger les deux pour pouvoir éviter le drame. Parce qu'on n'est pas seul, comme on voyage beaucoup. Parce qu'à un moment donné, on n'avait pas de cas. Qui nous a amené le cas? C'est les avions qui rentrent en Martinique. Okay. Bon, de la même manière, il y a des avions qui rentrent en Martinique et qui portent des cas. Nous aussi, nous pouvons porter de tel côté, nous pouvons porter de tel côté. C'est une pandémie mondiale, c'est pas une pandémie géographiquement ciblée, c'est mondial. Donc il faut absolument avoir conscience de ce qu'on fait.
Merci en tout cas pour vos réponses, Serge Letchimy. Très honnête, très clair. J'espère que vous avez appris des trucs. Moi, j'ai appris beaucoup de trucs. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires comment vous avez trouvé cette interview. De laisser des messages peut-être pour Monsieur Letchimy qui ira peut-être regarder les commentaires. On ne sait pas. En tout cas, c'était Specta et Serge Letchimy pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. Voilà. Merci beaucoup. Oh, pas inutile, on parle de rien dire, c'est bien dit. Hein. On des oreilles, on a tout dit.